Ah oui, c'est ça. Je me joins au remerciement à toutes les personnes qui sont présentes et aussi à l'organisateur de l'appel à projet. Donc, je suis ici pour présenter le projet Renovagri que j'ai conduit avec Benoît Coquart et Yannick Sensebe au laboratoire Césaire de l'INRA, de cette année, de l'INRAE, pardon. Hein? Donc, je commence par parler du projet Renovagri. Donc, le contexte, je ne le présente pas, je passe un peu vite parce que ça a été déjà dit tout à l'heure. Donc, il y a une baisse il y a un vieillissement de la population agricole qui s'accompagne d'une crise de la transmission familiale et donc aussi d'une augmentation des installations de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Donc, l'idée, c'est d'étudier les trajectoires de ces personnes. Donc, le projet se compose de deux volets. Donc, un premier volet qui a étudié les systèmes, les trajectoires d'entrée en agriculture de ces personnes, donc leur trajectoire biographique intérieure et aussi leur parcours d'installation. Puis un deuxième volet qui, lui, a étudié les systèmes que ces personnes ont déployés dans le cadre de leur exploitation et aussi les manières dont elles arrivent à s'intégrer dans le groupe professionnel et dans l'espace social local. La recherche, là. La recherche était menée dans la Nièvre et principalement dans le Morvan, d'un territoire d'élevage, notamment d'élevage de bovins et ovins allaitant, qui a un taux de remplacement assez faible, mais qui, depuis dans les dernières années, a vu aussi l'installation d'un nombre conséquent de personnes en IMA, surtout après le Covid. Et dans ce cas, contrairement au projet précédent, la collecte des données a reposé principalement sur une démarche qualitative, donc notamment une enquête par entretien. Voilà, nous sommes appuyés dans cette enquête par entretien, nous nous sommes appuyés dans un premier temps sur les contacts qu'on a obtenus par la Chambre d'agriculture de la Nièvre et de CFPPA qui sont partenaires du projet. Et puis, on a poursuivi l'enquête par une démarche en boule de neige dans l'objectif de saisir, d'apprendre les réseaux d'interconnaissance et de sociabilité de ces personnes. Puis, à côté de cette démarche par entretien, on a fait aussi quelques observations dans le cadre de formation de marché ou de rencontres dans lesquelles il était susceptible d'y avoir des agriculteurs non issus du milieu agricole. Ah, donc, je présente quelques résultats du projet. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, nous aussi, ce qu'on a trouvé, ce qui est pas surprise étant donné la définition de la catégorie, c'est que les NIMA sont une catégorie qui est très hétérogène. Donc, nos enquêtés ont des origines sociales très diverses, même si il y a une surreprésentation des personnes issues des classes moyennes et supérieures. Mais là, il y a un lien, un biais qui est lié à la méthode d'enquête qui était en boule de neige, qui a fait qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui avaient quand même le même profil. Et du coup, derrière, on a essayé de diversifier par des entretiens ciblés, mais ça n'a pas complètement équilibré la question. Donc, cette surreprésentation se relève de ça. Et l'année de même, il y a une grande diversité aussi des trajectoires antérieures à l'installation. Donc, on a des personnes, des anciens ouvriers ou employés, des personnes qui occupaient un emploi qui était classé dans les professions intermédiaires, et encore une fois, une part importante d'anciens cadres. En dépit de cette, non, pardon, en dépit de cette diversité, nous avons pu identifier 4 groupes de trajectoires d'entrée en agriculture. Nous avons appelé trajectoire de déclassement, trajectoire d'exit professionnel, mobilité ascendante ou horizontale, et enfin, vocation agricole précoce. Donc là, je passe à présenter ces 4 ensembles de trajectoires. Donc, la première, le premier groupe de trajectoires, c'est les trajectoires de déclassement, concerne des personnes qui ont des origines sociales relativement privilégiées. Elles ont des parents qui appartiennent aux classes moyennes et supérieures et ont du coup un volume assez important de capital culturel hérité. Malgré ce capital culturel hérité, ce sont des personnes qui ont connu des aspirations sociales contrariées, pas parce qu'elles ont des trajectoires scolaires plutôt chaotiques avec des redoublements, des réorientations ou des abandons en cours de route, soit parce qu'elles ont obtenu un diplôme du supérieur, mais ont fini par rencontrer des difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi.
En raison de ces difficultés, ces personnes ont alterné des emplois alimentaires précaires dans la plupart du temps et des périodes de chômage. Et du coup, elles ont été aussi confrontées souvent à des situations de précarité économique. Pour ces personnes, la reconversion à l'agriculture représente donc une voie de reclassement par l'accès à un métier qu'ils valorisent symboliquement, par exemple par sa dimension environnementale, et qui leur permet donc de réduire le décalage entre leur aspiration initiale et leur situation professionnelle réelle. Donc, je passe à la catégorie suivante. Donc, les personnes, pardon, c'était là, les personnes qui ont connu une trajectoire d'exit professionnel, elles ont quant à elles des origines sociales qui sont légèrement plus variées, donc parce que même si on a à nouveau, elles sont à nouveau principalement issues des classes moyennes et supérieures, mais là, on a aussi deux personnes qui sont issues des familles de classe populaire. Mais ce qu'elles ont en commun, toutes ces personnes, c'est d'avoir connu une trajectoire, une réussite à la fois scolaire et professionnelle. Donc, elles ont obtenu des diplômes de l'enseignement supérieur, souvent dans des filières sélectives, ce qui leur a donné accès à des emplois stables de niveau cadre et aussi à des revenus relativement élevés. Et malgré cette réussite professionnelle, ces personnes ont connu aussi un désenchantement vis-à-vis de leur profession antérieure, et un désenchantement qui relève généralement d'une érosion progressive de l'illusion professionnelle, qui était liée à un décalage entre les croyances intériorisées et les conditions concrètes d'exercice du métier. Là, c'est le cas, par exemple, des personnes qui avaient de fortes convictions environnementales et qui avaient un emploi en lien avec l'environnement, mais qui ont constaté que leur travail avait qui avait peu de retombées pratiques sur l'environnement lui-même. Puis aussi, pour une minorité de ces personnes, le désenchantement professionnel est lié plus simplement à la confrontation à des conditions de travail contraignantes, comme un niveau de stress élevé, des horaires prolongés ou encore des déplacements fréquents. Dans tous les cas, pour ces personnes, la reconversion en agriculture représente plutôt une voie d'exit professionnel, comme je disais tout à l'heure, qui permet d'accéder à un métier perçu comme plus en adéquation avec les croyances intériorisées pour les personnes qui ont une érosion de l'illusion professionnelle, ou alors plus simplement d'obtenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale. Le troisième groupe de trajectoires se distingue nettement des deux premiers. Il s'agit de personnes qui ont des parents ouvriers, employés ou artisans et qui sont donc issus des classes populaires ou des mondes indépendants. Mais ces personnes, elles se distinguent surtout par leur fort ancrage local, puisque la plupart d'entre elles sont originaires de la Nièvre et ont grandi dans la Nièvre, donc là où elles se sont installées, tandis que deux personnes qui sont originaires d'ailleurs, elles ont un conjoint autochtone. Ce sont des personnes qui ont des diplômes de niveau inférieur ou égal au bac dans des filières professionnelles mais non agricoles et qui, à la sortie de leurs études, elles ont occupé des emplois d'ouvriers ou d'employés, sauf dans le cas d'une personne qui était contrairement dans une usine. Voilà. Lorsqu'elles parlent de leur reconversion, ces personnes mettent généralement en avant le fait d'avoir été confrontées à des conditions de travail contraignantes. Elles citent tout d'abord la pénibilité des conditions de travail, mais aussi les relations de subordination hiérarchique et aussi la faible rémunération qu'ils percevaient. Ou encore, ils mettent en avant la présence d'horaires décalés qui rendaient difficile de concilier la vie professionnelle et familiale. Donc, les raisons qui sont évoquées par ces personnes sont finalement assez proches de celles d'une partie des personnes en exit professionnel, mais cependant, leur trajectoire se distingue nettement par le fait que pour les anciens cadres, l'installation implique un déclassement objectif, tandis que pour ces personnes, elle représente plutôt une mobilité sociale ascendante par l'accès au statut d'indépendant. Voilà. Et j'ajoute aussi que pour les trois groupes de trajectoires que j'ai présentés jusqu'ici, l'âge d'installation varie entre 27 et 52 ans, mais il y a une forte concentration entre les 30 et les 40 ans. Ce n'est pas le cas du dernier groupe que je vais présenter, et qui est... Ce n'est pas le cas du dernier groupe que je vais présenter, qu'il s'agit de personnes qui ont des origines sociales et géographiques très variées. Elle se divise en moitié entre des personnes qui sont issues des classes populaires et des mondes indépendants, donc comme le dernier groupe dont on vient de parler, et une autre moitié de personnes qui ont des parents qui sont plutôt instituteurs au cadre,
Et de la même manière, elle se divise aussi à moitié entre des personnes qui sont d'origine rurale locale et des personnes d'origine urbaine et fréquemment hors département. Mais malgré cette diversité, ce sont des personnes qui ont un point en commun qui est celui d'avoir connu une socialisation au travail agricole dès l'enfance ou l'adolescence. Pour les personnes d'origine rurale, cette socialisation s'est réalisée par la fréquentation de la ferme d'un voisin ou d'un ami. Et pour celles qui sont d'origine urbaine, elle s'est réalisée plutôt lors de périodes de vacances passées en zone rurale. Cette socialisation précoce, cette socialisation est à l'origine d'une vocation précoce au travail agricole qui se manifeste aussi dans les trajectoires ultérieures de ces personnes. Ils ont en effet suivi des filières d'enseignement agricole dès leur formation initiale. Ils ont généralement occupé des emplois saisonniers agricoles pendant les vacances d'été. Et enfin, à la sortie des études, ils ont occupé aussi des emplois dans ce même domaine. Par exemple, ils ont été souvent ouvriers agricoles, mais aussi parfois techniciens ou formateurs dans un lycée agricole. Donc, pour ces personnes, l'installation n'est donc pas vraiment, on ne peut pas parler vraiment d'une reconversion, mais il s'agit plutôt de la réalisation d'un projet qui est de longue date, et par ailleurs confirmé aussi par le fait qu'elles ont des trajectoires de salariat beaucoup plus courtes que les autres groupes. Et donc, comme je le disais, elles s'installent aussi à un âge beaucoup moins élevé. L'âge de l'installation, il varie en effet ici entre 21 et 33 ans, avec une moyenne à 27, alors que dans les autres cas, la moyenne était plutôt autour de 37 ou 38. Donc, les agriculteurs et les agricultrices NIMA que nous avons interrogés ont donc une grande diversité de trajectoires. Et on peut ajouter que cette trajectoire, comme on a vu aussi tout à l'heure avec Caroline, se reflète à la fois sur leur parcours d'installation. Bien évidemment, en fonction de cette trajectoire, les personnes n'ont pas les mêmes ressources initiales et donc elles ne rencontrent pas les mêmes difficultés au cours de leur parcours. Mais elle se reflète ensuite sur la conception de l'agriculture et donc aussi dans les systèmes de production vers lesquels elles tendent à s'orienter. Et enfin, elle se reflète aussi dans les manières dans lesquelles elles parviennent à s'intégrer dans le groupe professionnel et dans l'espace social local. Ça. C'était ça, pardon. Dans l'espace social local. Donc, je vais présenter quelques exemples parce que je ne vais pas avoir le temps de tout aborder. Donc, je commence par les systèmes qui sont déployés sur l'exploitation. Donc, sur cette question, il faut commencer par dire qu'on observe au sein de la population une nette prédominance des systèmes atypiques. Nous n'avons que 7 exploitations qui s'inscrivent dans la continuité des systèmes localement dominants. Donc, je le rappelle, ce sont plutôt des systèmes d'élevage bovin ou ovin avec de la commercialisation en circuit long. Tandis que toutes les autres exploitations s'inscrivent plutôt dans des systèmes qu'on peut définir atypiques. Donc, on a beaucoup d'exploitations en maraîchage, des élevages caprins ou ovins avec transformation et vente directe, mais aussi des élevages de volailles et enfin une catégorie qu'on a rassemblée dans une catégorie autre et qui rassemble les productions les plus atypiques telles que les plantes aromatiques et médicinales, les fruits rouges, la boulangerie ou l'apiculture, entre autres. Enfin aussi, on peut ajouter que parmi les 44 exploitations étudiées, il y en a 28 qui sont certifiées en agriculture biologique. Donc, ce qui confirme en fait qu'il y a comme je disais, une nette prédominance des systèmes atypiques au sein de la population. Mais encore une fois, je rappelle qu'il y a probablement un biais de sélection des personnes lié à la démarche en bout de neige. Donc, ce n'est pas forcément représentatif de la population dans le département. Voilà. Malgré cette forte prédominance, on observe quand même une distribution qui est très inégale en fonction des trajectoires qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on va la voir ici, par exemple, en ce qui concerne l'orientation technique. Là, on voit bien que les personnes en déclassement, elles s'orientent très majoritairement vers les productions les plus atypiques qu'on a mis dans la catégorie autre, qui sont en bleu dans le graphique. Donc, plutôt les plantes aromatiques et médicinales, les fruits rouges, la boulangerie, l'apiculture, la pépinière, etc. Tandis que les personnes qui ont une trajectoire d'exit professionnel, elles s'orientent
plutôt de leur part vers le maraîchage majoritairement et en moindre mesure vers l'élevage de caprins et ovins laits avec transformation et vente fermière. Tandis que les personnes qui ont connu une mobilité ascendante ou horizontale, elles s'orientent, et c'est le seul par ailleurs, principalement vers l'élevage de volailles, ce qui n'est pas un lien avec le fait qu'ils soient, on l'a vu, d'origine sociale, d'origine populaire, et donc qu'ils ont un moins de capital économique de départ, puisque l'élevage de volailles à petite échelle est un élevage qui permet d'être mis en place avec des moins investissements que les autres les autres productions qu'on voit dans ce graphique. Et enfin, le dernier groupe, donc celui qui est des personnes qui ont connu une socialisation précoce au travail agricole, on voit que là, ils s'orientent massivement vers l'élevage et notamment vers l'élevage des bovins et ovins viande, et donc dans la continuité des systèmes dominants à l'échelle locale. Vous voyez. Il en est de même de la diversité de la distribution des exploitations entre l'agriculture biologique et conventionnelle, car on voit bien là que l'agriculture biologique est largement majoritaire chez les personnes en déclassement ou en exit professionnel, tandis que finalement elle est relativement minoritaire, bien que présente, chez les personnes en mobilité ascendante ou qui ont connu une socialisation précoce au travail agricole. Voilà. Et donc, je passe à une autre question qui est que cette trajectoire d'interne agriculture se reflète aussi sur la manière, comme je disais, sur la manière de s'intégrer dans le groupe professionnel, dans la profession agricole. Et là, on observe notamment une opposition entre les personnes qui ont une vocation, qui ont connu une socialisation précoce au travail agricole, et de l'autre côté, les personnes en déclassement ou en exit professionnel. Les personnes qui ont connu une vocation précoce ont souvent des conceptions de l'agriculture qui sont très proches de celles des agriculteurs et agricultrices héritiers. Et comme on l'a vu, elles tendent aussi à reproduire les systèmes localement dominants, donc l'élevage bovin ou ovin à l'état. Il fait qu'elles ont souvent une intégration qui est assez facile dans le milieu agricole. Elles ont généralement des relations d'entraide assez poussées avec les voisins. Et elles sont aussi généralement bien intégrées aux organisations professionnelles telles que les CUMA ou les syndicats, au sein desquels elles occupent aussi fréquemment des charges électives. À l'autre extrême, les personnes en déclassement ou en exit professionnel, elles se caractérisent dans ce cas souvent par des projets qui ont une forte dimension environnementale, entre autres aussi parce que cette dimension environnementale est l'un des facteurs qui permet de donner un sens à la reconversion professionnelle, donc la recherche d'un sens du métier. Et qui du coup, compte tenu de cette forte dimension environnementale qui se transforme quasiment des fois en une forme de militantisme, ce sont des personnes qui ont tendance à vouloir amender les pratiques locales, donc à vouloir transformer les pratiques de leurs voisins, pour le dire autrement, selon une dynamique qui était déjà été analysée dès les années 80 par Jean-Claude Chamboredon. Voilà. Et compte tenu de ces éléments, ce sont des personnes qui ont une intégration nettement plus compliquée dans le groupe professionnel, puisqu'elles ont souvent des tensions avec les agriculteurs et héritiers qui se manifestent sur plusieurs sujets, mais entre autres sur les questions de l'entretien de haies par rapport à la biodiversité ou par exemple l'utilisation des produits chimiques. Et que du coup, compte tenu de ces tensions, elles ont tendance à aller chercher, à limiter leurs relations avec les personnes avec qui s'entendent le mieux, qui sont généralement des personnes qui ont le même parcours, ce qui conduit à la construction d'un entre-soi professionnel et donc à un cloisonnement et à une séparation complète avec les agriculteurs héritiers et très peu de contact avec les héritiers. Voilà, donc pour conclure, donc, on va dire qu'en faisant ressortir la diversité que recouvre la catégorie NIMA, le résultat du projet Renovagri invite à déconstruire, à poursuivre la déconstruction de l'image sociale du néo-rural, comme l'ont déjà fait plusieurs travaux en sciences sociales. Là, j'en cite deux dans le diaporama, mais il y en a bien d'autres. Et puis, ces résultats invitent aussi à réaffirmer l'importance de l'analyse biographique, comme tous ceux de Caroline tout à l'heure aussi, dans l'analyse des dynamiques d'installation, puisqu'on a bien vu que les trajectoires d'installation varient fortement en fonction des trajectoires biographiques antérieures.
Et pour conclure, vraiment, là, vraiment, je vais aussi rappeler que dans le cadre de ce projet, nous avons interviewé principalement des agriculteurs et des agricultrices qui se sont installés assez récemment et qu'il y a donc un point aveugle qui concerne le devenir à long terme des exploitations. Malgré cela, on voit émerger quelques clivages qui opposent et qui ont déjà été étudiés. Par ailleurs, ce n'est pas une nouveauté non plus. D'une part, les personnes qui ont connu une mobilité ascendante ou une socialisation précoce au travail agricole et qui envisagent de poursuivre l'activité jusqu'à la retraite et de transmettre éventuellement à leurs enfants. Et donc, de ce point de vue, elles sont à nouveau plus proches des agriculteurs héritiers. Et de l'autre côté, on a des personnes qui ont connu des trajectoires de déclassement ou d'exit professionnel qui, elles envisagent plus fréquemment une nouvelle reconversion professionnelle si les conditions venaient à changer. Donc, elles n'excluent pas de se reconvertir à nouveau. Et surtout, elles n'envisagent pas fortement de transmettre aux enfants. Donc, voilà ce qu'il y en a pour le projet Renouveau Agri et je vous remercie de votre attention.